un autre groupe de parasites qui sont les coccidies et donc dans le groupe des sporozoaires. On a terminé avec les flagellés intestinaux, mais on reste toujours dans le tube digestif avec un autre groupe de parasites qu'on appelle les coccidies principalement. Bon, les sporozoaires, c'est quoi? C'est des protozoaires qui appartiennent à l'embranchement sporozoa ou apicomplexa. On va voir c'est quoi un apicomplexa. En fait, c'est une classe donc avec des sous-classes. Ce qui nous intéresse, c'est la sous-classe des coccidies. Ok? Dans ces coccidies, il y a deux ordres, d'accord? Et ce qui nous importe, c'est les eucoccidies qui sont parasites des tissus et jamais du sang, parce qu'on aura des coccidies sanguines. Ok? Donc on s'intéresse aussi ici aux eucoccidies avec des familles et surtout trois genres principaux, le genre Cryptosporidium, le genre Cyclospora et le genre Isospora. Donc on va décrire ces trois coccidies intestinales. En fait, il s'agit de parasites opportunistes, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un opportuniste? C'est un parasite qui n'est pas pathogène à l'état normal, mais quand il trouve les conditions favorables, à l'occasion d'une immunodépression, soit locale ou générale, il va présenter, donc il va profiter et donner des symptômes. Qu'est-ce qu'un apicomplexa? Ici, c'est le schéma général d'un parasite apicomplexa. C'est un parasite qui est doté, d'abord, il n'y a pas de moyen de mobilité visible, ni flagelle, ni pseudopode. D'accord? La mobilité se fait par les liquides, bien par une simple reptation. On a l'impression que c'est une reptation. Ils ont des particules, toutes les coccidies, tous les sporozoa, les apicomplexa ont une membrane, ce qu'on appelle trilamellaire. Donc, en microscopie électronique, on a l'impression qu'il y a trois feuillets dans la membrane. Feuillet interne, moyen et externe. Ça, c'est la première. Alors, apicomplexa, api, c'est tout ce qui est apex, c'est-à-dire la partie du sommet. D'accord? Donc, dans cette partie antérieure, il y a ce qu'on appelle un complexe. Un complexe de tubules et des microfibrilles, d'accord? On les appelle les rhoptries, les micronèmes, les microtubules, etc. Ça m'intéresse pas leur nom. Ce qui m'intéresse, c'est un complexe apical, d'où le nom d'apicomplexa. Ce complexe, il sert à quoi? En fait, il sert à la production d'enzymes pour que le parasite puisse pénétrer une cellule hôte. D'accord? Donc, il va servir au parasitisme, si vous voulez, des cellules hôtes. Alors, quand je dis apicomplexa, c'est un schéma général valable pour tous. Nos coccidies, les coccidies ont pour particularité qu'elles se divisent en deux étapes. La première étape, c'est une reproduction asexuée. La deuxième étape, c'est une reproduction sexuée. Quand je dis sexuée, c'est-à-dire il y a l'apparition des stades gamétocytes, mâle, femelle, fécondation, etc. D'accord? Donc on a toujours la première étape, c'est ce qu'on appelle la schizogonie ou bien la sporogonie, d'accord? Sporogonie ou schizogonie. La deuxième étape, c'est la gamogonie. On va voir un petit peu cette reproduction, ok? Donc pour les coccidies intestinales, on a dit qu'elles se reproduisent une reproduction sexuée, c'est la particularité. Elles se reproduisent où? Dans l'épithélium intestinal, puisqu'elles sont intestinales, bien sûr de l'homme, mais parfois aussi des animaux, d'accord? Elles sont transmises comment? Par ingestion d'oocystes. Cette fois-ci, je parle d'oocystes et non pas de kystes. On va voir qu'est-ce qu'un oocyste. Donc les oocysts sont éliminés dans les salles, sauf qu'il y a une coccidie, d'ailleurs que j'ai pas décrit dans mon cours, c'est le sarcocystis. Il est transmis par ingestion de viande mal cuite. D'accord? Pour les races, donc, c'est les oocystes éliminés dans le milieu extérieur. Donc, c'est lié à l'hygiène. On dit c'est lié au péril fécal. Péril fécal, entre parenthèses, c'est tout ce qui est alimentation, eau souillée, mains sales. D'accord. Elles sont responsables, en fait, de diarrhée. Mais c'est des diarrhées transitoires, spontanément résorbables chez l'immunocompétent. Par contre, elles sont persistantes, chroniques chez l'immunodéprimé. C'est pour ça qu'on parle de parasites opportunistes. Donc, je peux être porteuse de coccidie et
c'est-à-dire je ne peux même pas savoir que je suis porteuse de ce parasite. Par contre, l'immunodéprimé, non, il va le sentir. Alors, la première parasitose, ou bien la première coccidiose intestinale, c'est la cryptosporidiose. Elle est due à un parasite Cryptosporidium hominis souvent, et parfois le parvum. Donc, localisation intestinale primitive, c'est-à-dire qu'il y a risque de localisation secondaire ou biliaire et bronchique. D'accord? Donc, il y a ce risque de passage. Elle est cosmopolite. Quand je dis cosmopolite, c'est-à-dire un peu partout dans le monde, il n'y a pas une répartition géographique bien précise. Elles sont, ou plutôt le Cryptosporidium est responsable de zoonoses. Donc finalement, c'est un parasite de l'homme et des animaux. Mais attention, hominis, c'est une espèce strictement humaine. Pour les autres, elles peuvent parasiter soit l'homme, soit l'animal. Ok. Cet animal, c'est en général des veaux, des chevreaux, donc c'est un jeune bétail. C'est pas la vache ni le taureau, c'est beaucoup plus le jeune bétail. Ouais. Pour la description, on a cette forme infestante qui est l'oocyste. Alors sa taille, elle est d'environ 5 à 8 microns sur le grand axe, arrondi plus ou moins ovoïde. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Donc, à l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4 formes. 4 formes, presque en banane, c'est ce qu'on appelle les sporozoïdes. D'accord? Les sporozoïdes. Donc, dans les sporozoaires, on va parler de sporozoïdes. Ces sporozoïdes sont dits nus. Pourquoi nus? Parce qu'il n'y a pas une enveloppe qui les entoure à l'intérieur. Ils sont libres. D'accord? Il y a cette petite tache qu'on appelle le corps résiduel, donc qui nous aide dans la reconnaissance du parasite. Donc les 4 sporozoïdes sont un petit peu regroupés, laissant de la place à un corps résiduel. D'accord? Ça, c'est l'oocyste de Cryptosporidium, bien Cryptosporidium sp. Quand je dis sp, donc je n'ai pas précisé mon espace. Il est directement infestant. Donc cet oocyste éliminé dans les selles est directement infestant, contrairement aux autres. On va voir la différence. Alors la contamination, elle est orale, indirecte. C'est les oocystes qu'on appelle les oocystes à parois épaisses. Donc ils proviennent d'où? Le réservoir animal, d'accord? L'eau contaminée, les aliments souillés également. Mais aussi, il y a d'autres sources. Une contamination indirecte, cette fois-ci d'homme à homme. Donc finalement, elle se voit chez les homosexuels. C'est une parasitose fréquente chez les homosexuels. Aussi, transmission nosocomiale. Donc dans les hôpitaux, il y a un grand risque de transmission de ce parasite. Enfin, il y a un mode particulier, c'est l'auto-infestation. L'auto-infestation, cette fois-ci, par les oocystes à parois minces. On va les voir. D'accord? Donc, je peux être infesté par les oocystes à parois épaisses, soit par les oocystes à parois minces. En fait, donc ça se passe dans l'entérocyte, bien dans la cellule endothéliale. On est infesté par les oocystes à parois épaisses, d'où ils proviennent du milieu extérieur. D'accord? Ils sont directement infestants. Donc, dans le milieu extérieur, l'ingestion. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un parasitisme de la cellule endothéliale, forcément intracellulaire. La reproduction se fait en intracellulaire. Qu'est-ce qu'on a dit? On peut prendre le nom donc de trophozoïdes. Les sporozoïdes se libèrent. Les 4 sporozoïdes qui étaient entourés, donc la paroi est lysée, ils se libèrent, ils prennent le nom de trophozoïdes, ils commencent une multiplication asexuée. Ils vont donner ce qu'on appelle des schizontes. Le schizonte, c'est une formation qui va se multiplier, puis à la fin, elle est bourrée de parasites. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va éclater et libérer à nouveau des parasites qui vont parasiter d'autres cellules. D'accord? C'est la schizogonie.
schizogonie ou bien la sporogonie, mais je garde le mieux, c'est schizogonie. Schizonte, puis schizonte 2, donc c'est un schizonte mature qui va éclater, libérer les parasites qui pénètrent de nouvelles cellules, etc. Donc, par la suite, après un certain nombre de schizogonies, apparaît la gamogonie. La gamogonie, donc au lieu de reprendre schizonte, on va observer l'apparition donc de gamétocytes mâle-femelle, d'accord? La fécondation qui va donner quoi? Des oocystes. Donc, la gamogonie donne comme résultat l'oocyste. Donc, finalement, la différence entre kyste, c'est le résultat d'une reproduction asexuée, oocyste, c'est le résultat d'une reproduction sexuée. D'accord? Alors, on a ces gamétocytes, plutôt ces oocystes. Là, les oocystes, ils diffèrent. Il y en a à parois minces et il y en a à parois épaisses. À parois épaisses peuvent résister dans le milieu extérieur, c'est bon. Ceux à parois minces, dans le tube digestif, sont responsables de l'auto-infestation. D'accord? Donc, finalement, le malade, quand il s'infeste la première fois, il se réinfeste éternellement. Bon, éternellement, entre parenthèses, c'est pas éternellement, mais il risque de se réinfester à chaque fois. D'accord? Donc, on a vu, la différence, c'est qu'il y a une reproduction asexuelle, la schizogonie, suivie d'une reproduction sexuelle, la gamogonie, qui va aboutir à la formation d'oocystes, soit à parois simples, plutôt minces, responsables d'auto-infestation, ou à parois épaisses, responsables donc de l'infestation externe. Donc, c'est le même schéma, juste pour vous dire qu'il y a la reproduction sexuée et asexuée. Cliniquement, qu'est-ce qu'on a dit? C'est des diarrhées, mais c'est des diarrhées banales, qui ne sont pas fébriles. Donc, et l'évolution, elle est spontanée chez l'immunocompétent. Donc, il y a la guérison spontanée. On peut même passer, ça passe inaperçu, pardon. Sinon, chez l'immunodéprimé, la diarrhée, elle est majorée, elle passe à la chronicité. Il y a même émission de mucus et de sang. On peut faire un diagnostic différentiel avec le syndrome dysentérique amibien, d'accord? Et on a ces localisations secondaires, on a vu soit les voies biliaires ou bronchiques, on a des cholangies, des cholécystites, etc. D'accord? Donc le cryptosporidium risque d'avoir des localisations secondaires autres que intestinales. Comment poser le diagnostic biologique? Donc c'est l'examen parasitologique des salles, mais aussi les biopsies. D'accord? Alors, les biopsies intestinales, elles sont invasives. Pourquoi? Parce qu'on est devant un immunodéprimé. Donc, on lui rajoute un examen. Sinon, l'examen parasitologique des selles, il est positif. Seulement, regardez, on va insister sur la réalisation de frottis. L'examen direct est souvent, c'est-à-dire il n'est pas concluant. On n'arrive pas à identifier facilement un cryptosporidium à l'examen parasitologique des selles, soit état frais ou bien état frais avec l'ugol. Donc, on est obligé de réaliser des frottis sur l'âme, frottis fécaux, donc à partir de sales, et on va faire des colorations. Entre autres, la coloration typique, c'est la coloration de Zinn-Nelson modifiée. Elle va colorer nos oocystes en rouge sur un fond vert. On va voir la photo par la suite. On peut aussi colorer Ogiamsa, mais il est moins, c'est-à-dire moins fiable. D'accord? Donc, la meilleure technique de coloration, c'est le Zinn-Nelson. Sinon, on peut faire recours à l'immunomarquage, immunofluorescence directe. Donc, l'immunofluorescence directe, vous recherchez le parasite, bien une partie du parasite. Donc, ça va être un examen direct, très fiable également. La polymérisation de l'ADN est possible. Pour les autres prélèvements, donc, au lieu que ça soit les selles, selon les localisations, on va rechercher au niveau de la bile, des crachats, liquides d'aspiration jejunale, duodénale, etc. D'accord? Bon, le traitement, il est basé sur le Bactrim en général. D'accord? On va voir donc les photos de... Ici, c'est une coloration aux Zinn-Nelson modifiée. D'accord? On a nos oocystes en rouge sur un fond bleuté ou vert, parce que, en fait, le diagnostic différentiel avec ces oocystes, c'est surtout les levures. Les levures ne prennent pas la coloration rouge, elles restent en vert, verdâtre. Seulement, il faut bien chercher
le contenu. Une tache rouge n'est pas suffisante. Il faut trouver au moins les traces des sporozoïdes et le corps résiduel. D'accord? Quand c'est clair, rouge, sans contenu, je ne peux pas dire que c'est un oocyste de Cryptosporidium. Non, il me faut les 4 bananes, si vous voulez, les 4 sporozoïdes et surtout le corps résiduel. Ok? Donc, c'est pas tout ce qui est rouge égal. Là, c'est une immunofluorescence directe. Donc, j'ai utilisé un anticorps monoclonal spécifique. Je vais trouver mon parasite qui est donc ici fluorescent. Là, c'est une fluorescence vers point positive. Comment se protéger? C'est comme pour les autres, donc pour les amis, pour les flagellés, d'accord? Seulement ici, les oocystes, lors des traitements des os, les oocystes sont très résistants. Quand on traite par un détergent habituel ou là, c'est pas suffisant, d'accord? Donc il faut aller vers des désinfectants très très spécifiques ou bien plus puissants. Ok, on a aussi cette précaution au contact des animaux. Ça sera donc la précaution devra être prise par l'éleveur, par le vétérinaire, d'accord? Tous les sujets qui sont en contact du jeune bétail. Parce que finalement, ce sont eux la source de ce Cryptosporidium. Alors, deuxième parasitose ou bien deuxième coccidiose, l'isosporose. Le parasite, il s'appelle Isospora belli. Cette isospora donne seulement une localisation intestinale, donc pas de localisation secondaire. Il est plus fréquent dans les pays tropicaux, donc vu les conditions climatiques. C'est une anthroponose, donc pas d'atteinte d'animaux. Ok, l'Isospora belli est une espèce humaine. Contamination toujours orofécale, aliments eau souillée et mains sales. Mais ici, on va parler d'oocystes matures ou oocystes sporulés. Pourquoi? On va le voir. Alors, il n'y a pas d'auto-infestation, heureusement. Pour le cycle évolutif, donc, on est contaminé par la voie orale, ici. Eau, aliments, etc. On a des oocystes qu'on appelle sporulés ou matures. D'accord? Qu'est-ce qu'ils contiennent, ces oocystes? Ils contiennent en fait 2 sporocystes. Qu'est-ce qu'un sporocyste? C'est comme un petit sac, une membrane. 2 sporocystes, et chaque sporocyste contient 4 sporozoïdes. Donc cette fois-ci, ils ne sont pas nus, comme la dernière fois, tout à l'heure. Donc ils sont protégés par le sporocyste. 2 fois 4 égale 8 sporozoïdes. Donc finalement, cet oocyste mature contient 8 sporozoïdes. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont libérés dans la lumière intestinale, d'accord? Ils vont se multiplier en type gamogonie, d'abord schizogonie, gamogonie. La particularité ici, c'est la présence d'une vacuole parasitophore. Regardez ici. Vous voyez qu'il y a une formation arrondie. En fait, le parasite, il doit se multiplier dans une vacuole. Dans l'entérocyte, c'est vrai, mais dans une vacuole, on appelle vacuole parasitophore. Ok, donc il y a cette multiplication schizogonie, 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 puis gamogonie, et la gamogonie va donner l'oocyste. Regardez cet oocyste. Il a une forme ovoïde, avec un petit rétrécissement d'un côté, et à l'intérieur, regardez, il n'est pas mature. Il n'est pas mature. Je ne vois ni sporocyste, ni sporozoïde. C'est pour ça la différence, celui-là, il n'est pas infestant. Il est immature. Qu'est-ce qu'il doit, c'est-à-dire la maturation se fait dans le milieu extérieur. C'est ce qu'on appelle la sporulation. La sporulation, elle dépend de quoi? Des conditions externes. Pas trop de chaleur, pas trop de froid, pas trop de... L'essentiel, les conditions doivent être favorables en question de température, humidité, nature du sol. Qu'est-ce qui se passe? La sporulation, donc on va voir les sporocystes qui se forment et les sporozoïdes infestants, donc au nombre de 8. Celui-là est l'oocyste mature infestant. La sporulation se fait en 48 à 72 heures. Donc, c'est quelque chose de positif pour nous parce que l'infestation n'est pas directe. Il faut qu'il y ait ce délai de sporulation et les conditions, bien sûr. Cliniquement, c'est comme tout à l'heure, c'est seulement
Il y a beaucoup d'asymptomatiques, de sujets asymptomatiques, pardon. Sinon, c'est des diarrhées avec des selles liquidiennes qui vont durer quelques jours puis disparaître. Il n'y a pas de véritable fièvre, sauf bien sûr quand on est chez l'immunodéprimé, les signes sont majorés, d'accord? Les signes sont majorés, la parasitose elle passe à la chronicité et quand je suis chez un immunodéprimé, ça veut dire qu'il y a amaigrissement, malabsorption, etc., etc. D'accord? C'est pour ça qu'il y a le retentissement. Bon. Diagnostic biologique, c'est toujours l'examen parasitologique des selles, c'est seulement ici les selles. Alors, un examen direct ou après concentration, je vous le rappelle, les coccidies sont très difficiles à reconnaître en examen direct. Il faut faire des concentrations et au mieux faire des colorations spécifiques. Là, il y a une technique qu'on appelle la maturation. Donc, on va essayer de laisser la selle au laboratoire température ambiante et on laisse les oocystes immatures, ils vont se sporuler. Quelques jours après, je fais mon examen, je reconnais donc mon oocyste mature. 2 sporocystes, 4 sporozoïdes dans chaque. D'accord? Donc ça, c'est une technique qui est possible. Ce qui est remarquable dans cette Isospora belli, c'est la présence de cristaux qu'on reconnaît en forme d'aiguille. Les cristaux dans la selle, on les appelle les cristaux de Charcolida. En fait, ces cristaux, ils sont pas typiques. C'est égal. Non, c'est des cristaux en général qui existent lors des hyperéosinophilies. D'accord? Donc, chez nous, si je recherche un parasite et que je trouve une hyperéosinophilie, je peux être orienté vers mon Isospora. C'est bon? Traitement, c'est la même chose, c'est à base de Bactrim. Donc ici, c'est un oocyste non sporulé, oocyste non sporulé, d'accord, très difficile à reconnaître. Et là, c'est l'oocyste qui a sporulé avec les 2 sporocystes contenant chacun les 4 sporozoïdes. Ok? Dernière coccidiose, c'est la cyclosporose. Le parasite s'appelle Cyclospora caetanensis. En fait, c'est un parasite un peu particulier. Localisation intestinale primitive, donc quand je dis primitive, il y a risque de localisation secondaire. Zone tropicale, subtropicale, il est responsable des diarrhées des voyageurs. C'est ce qu'on appelle la tourista. C'est-à-dire, vous vous déplacez dans un pays et vous développez une diarrhée, d'accord? Là, vous pouvez incriminer le cyclospora. Donc, c'est vu les changements climatiques, etc. Donc, on l'appelle la tourista. Il y a des pays qui sont plus atteints que d'autres, donc entre autres le Maroc. Est-ce que c'est une zoonose ou anthropozoonose? Donc les éléments de ce cycle ne sont pas très bien connus. On ne sait pas si le cyclospora est un parasite strictement humain ou non. Même pour le cycle, il y a beaucoup de points d'interrogation. Pourquoi? Bon, on sait que c'est la forme orale. C'est vrai, la transmission, elle est par les oocystes matures. Mais quelle est la source? Il y a beaucoup d'agents qui sont incriminés, entre autres le lait cru. Donc, on a ingéré cet oocyste immature, cet oocyste infestant sporulé, il va se libérer dans la lumière intestinale, il va parasiter l'entérocyte, faire une gamogonie, et le résultat, un oocyste immature. Donc, nécessité de conditions externes favorables pour la sporulation. L'oocyste mature contient 2 sporocystes contenant chacun 2 sporozoïdes, donc au total 4. 2 et 2. Okay? Il est souvent arrondi, contrairement aux autres qui sont donc beaucoup plus ovoïdes. D'accord? On le reconnaît par, regardez, il a une double membrane. Il y a cette forme. C'est les précurseurs donc des parasites. On l'appelle la morula. Elle est réfringente. On a l'impression que c'est un parasite fluorescent. Donc sous microscope, vous voyez une forme arrondie ou ovalaire, avec une double membrane et une réfringence interne. C'est ce qu'on appelle la morula. Donc cette chose, elle peut vous orienter déjà vers un cyclospora. Alors cliniquement, toujours,
Diarrhée chez l'immunocompétent, elle est banale, elle peut se faire par des rémissions, c'est-à-dire diarrhée, puis rien, diarrhée, etc. Mais elle n'entraîne pas tellement beaucoup de troubles comme chez l'immunodéprimé. D'accord? L'évolution, elle est spontanée, donc guérison spontanée chez l'immunocompétent. Quand je dis spontané, sans traitement, d'accord? On n'a pas besoin de prendre un traitement. Bon, le diagnostic, c'est l'examen parasitologique des selles. Donc, souvent, les oocystes qu'on a, ils sont plus sphériques que ovoïdes. La double membrane et surtout les granulations très restringentes qu'on appelle la morula. On peut faire une coloration aux Nelson. Quand je dis inconstante, c'est-à-dire il y en a qui peuvent être colorés, il y en a qui peuvent ne pas être colorés. Donc, ils ne prennent pas le colorant. Par contre, ce qui est important, c'est la fluorescence, d'accord, en ultraviolet. Alors, donc, la meilleure technique, c'est de faire l'autofluorescence, de voir l'autofluorescence. Traitement à base de Bactrim, toujours. Bon, ça, c'était avec des schémas, bien sûr. Regardez, un examen à l'état frais, très difficile à reconnaître. Et là, c'est le parasite qui s'est sporulé par la suite. OK? Donc, je reprends. Il y a 3 coccidies principalement. Le Cyclospora, le Lysospora belli et le Cryptosporidium, qui sont incriminés dans les coccidioses intestinales, parasitose opportuniste, responsable de diarrhée banale, spontanément, c'est-à-dire résorbable chez les sujets immunocompétents, par contre prolongé avec un retentissement donc chez l'immunodéprimé. Le diagnostic reste difficile à l'état frais. On a recours soit à des colorations spéciales, soit à la fluorescence. OK? Bon, ça c'est la fluorescence justement, au ultraviolet. En fait, l'intitulé du cours, c'est les parasitoses intestinales opportunistes. C'est vrai, la grande partie, c'est les coccidies. Mais il y a 2 autres parasites. Il y a le blastocystis, et la maladie, c'est la blastocystose. La blastocystose, en fait, je reviens, c'est dans les amébidas. Donc, c'est un protozoaire classé avec les amébidas. Je suis sortie des coccidies, des sporozoaires, je suis revenue aux amébidas. En fait, on trouve une forme végétative, c'est surtout la forme végétative. La forme kystique, elle est rare. Comment on le reconnaît, ce parasite? Alors, c'est une forme soit arrondie, soit ovoïde. On le reconnaît par... Il y a une grande tache ici qui est entourée de petits noyaux. D'accord? Ça, c'est le blastocystis. Donc, quand vous voyez une forme avec des réfringents tout autour, c'est le blastocystis. Blastocystis hominis. Je parle de l'espèce hominis. En fait, la transmission, elle est orale, directe, mais il est très fréquent chez les homosexuels. Le cycle, au cours de son cycle, on a différents aspects. Soit trophozoïdes, soit l'essentiel, ils sont polymorphes. Vous avez différents aspects, mais c'est surtout la forme améboïde et la forme kystique qui sont plus fréquentes. Cliniquement, immunocompétent, diarrhée courte, donc c'est une parasitose opportuniste, immunodéprimée, diarrhée aqueuse et prolongée. Diagnostic à l'examen parasitologique des selles. À l'état frais, vous pouvez reconnaître déjà vos blastocystis. Sinon, vous faites des techniques de coloration et de concentration. D'accord? Donc, on n'oublie pas le blastocystis hominis. C'est un opportuniste. Bon, c'est vrai, il est responsable parfois de diarrhée chez les enfants, etc. Mais on garde quand même en mémoire que c'est un opportuniste. Parasite intestinal opportuniste. Dernier parasite opportuniste intestinal, c'est ce qu'on appelle le Balantidium coli. La pathologie, c'est la balantidiose. C'est vrai, c'est un protozoaire, mais qui ne fait pas partie ni des amibes, ni des sporozoaires. Il est un peu particulier. Et surtout, sa morphologie est particulière. Il va se présenter sous forme de trophozoïde, mais aussi de kyste. Alors, le trophozoïde, il est toujours cilié.
Vous voyez des cils. Le trophozoïde, il est cilié. Les cils, donc ça sera un... Vous reconnaissez les cils. D'accord, donc c'est un parasite cilié, intestinal. On va le trouver sous les formes végétatives ovoïdes de grande taille, jusqu'à 100 microns sur 50 microns. Il présente ce qu'on appelle un péristome. On a l'impression d'une bouche. Je sais pas, elle n'est pas très visible, j'arrive pas à voir tellement. D'accord? On a voilà, ici, péristome, une forme de bouche. Surtout, on va le reconnaître par ses cils et la présence de deux noyaux. Un qui est grand, le macronucléus, et un qui est plus petit, le micronucléus. D'accord? La forme kystique également va garder les deux noyaux. Elle est sphérique avec deux noyaux et plus petite que le trophozoïde. Ok? C'est un parasite qu'on retrouve beaucoup plus chez le porc. D'accord? Donc pour nous, normalement, on n'est pas censé développer une balantidiose. Ok? Donc, l'exposition, elle est limitée aux professions en contact avec les porcs. Cliniquement, souvent asymptomatique, sinon on peut avoir donc des troubles du transit et on peut même la confondre ou bien poser un diagnostic différentiel avec l'amibiase vu qu'il y a présence donc de glaire, etc. Une dysentérie donc balantidienne. La guérison spontanée chez les sujets immunocompétents, par contre, majorée donc c'est les immunodéprimés avec des risques de rechute et de maladies intercurrentes. Le diagnostic, c'est un examen parasitologique des selles, sinon à la rectoscopie. Donc, on fait un examen de la biopsie, des biopsies récoltées ou bien réalisées, au niveau du rectum. On va trouver donc ces formes, soit végétatives, soit kystiques. Ok, c'est bon? Donc ça, c'était les parasites.